dos, tres, cuatro, clap. Bonjour à tous, bienvenue dans cette conférence qui va parler du contrôle de l'espace et du temps et le lien entre ça et la catastrophe écologique. C'est-à-dire quels sont les liens entre le contrôle de l'espace et le temps tel qu'ils se pratiquent aujourd'hui et la catastrophe écologique, quelles sont les différences, en quoi ça influe la catastrophe écologique, en quoi ça ne l'influe pas. Voilà, débroussailler un petit peu tout ça. Le but de cette conférence, ce n'est pas de donner une réponse, c'est plus de partager quelques réflexions là-dessus et sur les causalités entre ces deux concepts et ces deux réalités de notre époque. Déjà, je voulais définir un petit peu sur qu'est-ce que c'est le pouvoir en général, parce que dans le contrôle de l'espace-temps, il y a un peu pouvoir. Et quand on pense à pouvoir, donc en général, on s'imagine des gens très puissants, un peu comme des dieux, qui pourraient, par une décision, influer le réel, je sais pas, construire un très grand magasin, construire des grandes routes, influer beaucoup de personnes qui les suivent. Et là-dessus, moi, je suis plutôt je suis un peu classique, je suis plutôt la conception de Foucault qui, quelque part, essaie de démystifier un petit peu ça et introduit des notions de micro-pouvoir. Donc micro-pouvoir, c'est quoi? C'est dans la société, en fait, il n'y a pas un pouvoir d'en haut qui décide de tout. Il y a en réalité une myriade de micro-pouvoirs, c'est-à-dire de personnes un petit peu puissantes à l'échelle locale et puis qui vont avoir des intérêts. Et c'est la somme en fait de ces intérêts qui ensuite se personnifierait dans le pouvoir, le véritable pouvoir qui est visible et dont on a l'impression qu'il influe tout. Alors qu'en réalité, en fait, le pouvoir visible qui influe tout, en fait, n'a pas tellement de marge de manœuvre par rapport à ces micro-pouvoirs. Je prends des exemples, voilà, par exemple, imaginons, je sais pas, un chef de syndicat, par exemple, il ne peut pas dire, quelque chose qui va contre l'avis de tous les notables de son syndicat. Sinon, il se fait dégager tout de suite, etc., etc. Ou ça peut aussi être pour je sais pas, un chef d'entreprise, il ne peut pas aller complètement à l'encontre en fait, de pas mal de micro-pouvoirs de ses actionnaires, bien évidemment, mais aussi des managers de son entreprise, de choses comme ça, parce que sinon, ils vont se rebeller. Après, bon, c'est à débattre, parce qu'en fait, en réalité, il peut quand même y aller, mais bon, il y a quand même une grande marge de manœuvre. Et donc, en fait, la société serait peuplée en fait, de tous ces micro-pouvoirs qui interagiraient en fait, les uns avec les autres. Est-ce qu'ils interagiraient dans une société? En fait, en réalité, ils interagissent plutôt au sein d'organisations disciplinaires, c'est-à-dire en fait des organisations qui se sont développées depuis la fin du Moyen Âge, qui existaient un peu avant, mais qui sont maintenant en fait la norme de notre époque, et qui en fait incarnent une fonction sociale et permettent en fait de la réaliser d'une manière spécifique en fait à une organisation disciplinaire. On va voir un petit peu après comment. Donc pour la médecine, qui existait en fait avant dans le Moyen Âge de manière pas forcément imparfaite évidemment, c'est pas pour dire c'était forcément mieux avant, c'est plus pour voir un petit peu ce qui a changé, est devenu l'hôpital. Le savoir qui était avant enseigné de maître à élève, c'est devenu l'université dans laquelle on forme en fait des personnes en masse. La guerre est devenue des armées, mais la différence entre les armées modernes et les armées d'avant, c'est que c'est des armées bien quadrillées, avec des divisions, sous-divisions, disciplinées littéralement, le travail des entreprises et le public. C'est passé de la royauté à l'État, donc des grandes administrations qui existaient en fait déjà avant, mais de manière beaucoup moins ancrée, beaucoup moins organisée, entre guillemets. Une organisation disciplinaire, donc comment ça marche? C'est du coup une organisation avec, qui peut être hiérarchique. Aujourd'hui, du coup, elles sont hiérarchiques, mais pas forcément dans une pyramide, avec différentes micro-pouvoirs qui interagissent à l'intérieur. Et c'est une organisation complexe qui utilise des technologies de synchronisation de personnes et de contrôle, notamment la surveillance, c'est-à-dire que les personnes dans une organisation disciplinaire sont surveillées en permanence, de manière à ce qu'elles ne dévient pas en fait, de leur tâche. Donc il y a toute une organisation parallèle en fait, de surveillance qui permet d'être sûr que les personnes réalisent bien leur tâche. Pas forcément d'ailleurs de la surveillance continue, ça peut être de la surveillance qui est de manière occasionnelle, mais au hasard. C'est une technologie qui permet d'être certain qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on est surveillé. Punition, évidemment.
au final, ou peur de la punition. Et en général, en fait, c'est un appareil de pouvoir. C'est-à-dire que dans l'organisation disciplinaire, il y a plein de notables qui interagissent. On connaît tous, en fait, et d'ailleurs, on connaît tous des guerres d'administration dans lesquelles les personnes, en fait, dans des couloirs s'affrontent en fait, pour tel ou tel poste, tel ou tel prestige. Et donc, pourquoi ces organisations disciplinaires sont apparues? Parce que en fait, ces organisations disciplinaires sont beaucoup plus efficaces. Donc, un hôpital, en tout cas tel qu'il est arrivé, soigne avec le même nombre de médecins beaucoup plus de malades que dans la médecine traditionnelle. Une école permet de former en masse des élèves en s'assurant qu'ils ont les bonnes connaissances. Quand par exemple, au Moyen-Âge, il y avait un maître qui disait toutes les connaissances à plein d'élèves sans forcément prendre en compte leur niveau. Donc il y avait des élèves de tout niveau et le maître allait les voir un par un à la suite. Dans l'école, il y a des classes, donc contrôle dans l'espace. Donc une classe, tous les élèves de la classe sont au même endroit. Contrôle dans le temps, puisque en fait, il y a des règles sur comment les classes vont bouger dans l'espace et comment les élèves vont changer de classe, etc., etc. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur les organisations disciplinaires, mais grosso modo, elles sont apparues, elles sont très très efficaces, et aujourd'hui c'est la norme. Il y aurait une réflexion du coup à se poser, parce qu'en fait, en même temps, elles sont très efficaces, et en même temps, bon, évidemment, quand on voit surveillance, punition, on se dit elles sont un peu aliénantes. Donc là, il y aurait une réflexion à se dire, genre, comment concurrencer en fait ces organisations disciplinaires en étant tout aussi efficaces. Donc c'est une grande réflexion. Je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Je dis juste qu'aujourd'hui, ces organisations sont un petit peu partout. Et je voulais faire le lien aussi entre, du coup, c'est pas que moi qui le fait, mais entre la science et l'industrie et l'apparition de ces organisations disciplinaires. Déjà en remarquant que dans la science et l'industrie, il y a des points communs en fait, entre les organisations disciplinaires et la science et l'industrie. Quand l'organisation disciplinaire surveille ses membres, dans la science, il y a toute la mesure, l'expérience, prendre en compte le réel et l'intégrer à sa théorie. Il y a dans l'organisation disciplinaire, donc comme j'ai dit, le contrôle de qui doit être où et quand. Dans la science, il y a, dans l'industrie notamment, le but au final, c'est un contrôle de la matière très fin, de manière à produire un résultat du coup, industriel qui est souhaitable pour la personne qui a créé cette industrie. Et troisièmement, dans l'organisation disciplinaire, il y a toute cette notion d'efficacité, d'effort minimal pour atteindre un certain résultat, ce qui est littéralement en fait, le but de l'industrie qui est constamment en train de chercher des innovations pour produire avec le moins de travail possible le plus de résultats, résultats qui peut varier, qui peut être souhaitable ou pas selon l'industrie. Et donc il y a des points communs, mais ça ne veut pas dire forcément que c'est la même chose. Deuxièmement, on peut remarquer que la science et l'industrie est apparue juste après, voire en même temps, l'apparition des organisations disciplinaires. Quand on regarde du coup l'apparition et le développement des disciplines, des organisations disciplinaires, c'est 15e, 16e, 17e, 18e siècle. En même temps est apparu des bouquins de notamment philosophie politique. Philosophie politique, c'est comment organiser la société pour le plus grand bien. Donc, en fait, quelque part, c'est prendre la société comme un corps et réussir à lui faire produire un résultat souhaitable, l'organiser d'une certaine manière, tandis qu'avant, en fait, on s'en fichait un petit peu. Enfin, il n'y avait pas vraiment de réflexion sur l'organisation, c'était plus des choses de fait. Et donc, du coup, de toute façon, les livres de philosophie politique qui ont conduit à l'apparition de l'État, bon, c'est une tautologie. Enfin, l'État s'inspire directement de ces livres. Donc, l'organisation disciplinaire de l'État, elle, est apparue par ces livres. Et du coup, et par la suite, la philosophie économique, donc les philosophies économiques qui visent à organiser la production, qui sont en fait dans la continuité des philosophies politiques, puisque en fait, au final, elles s'appuient d'ailleurs sur les mêmes auteurs, et qui du coup débouchent sur une réflexion sur comment la production peut être améliorée. Et juste après, on voit la méthode scientifique qui serait en fait, selon cette lecture, une continuation de la méthode disciplinaire, mais sur la nature.
Donc là où on aurait, donc en fait, la science et l'industrie seraient en réalité la conséquence en fait de l'apparition de l'organisation disciplinaire et son application sur la nature, après être appliquée sur les hommes. Et donc, ça ne serait pas des choses parallèles, mais en réalité, la science et l'industrie seraient la continuation d'une organisation disciplinaire et son ancrage en fait dans les choses, dans les matières, une manière pour cette organisation disciplinaire d'interagir avec le non-humain. Et ça serait même, si on voulait employer un mot, une ontologie du monde. Une ontologie, c'est une façon de voir le monde, c'est-à-dire une simplification du monde de manière à pouvoir le comprendre. La science fonctionne en fait par ontologie. La science va prendre le monde, décrire des concepts, essayer de calquer ces concepts sur le monde et ensuite en faire une théorie pour répondre en fait à ces exigences. Pour la science, ça peut être de prouver quelque chose, donc la méthode scientifique, de manière à si jamais les prédictions futures dans cette ontologie, c'est-à-dire dans cette façon d'interpréter le monde, correspondent à ce qui a été prévu par la théorie, on suppose que c'est vrai. Et donc chaque organisation disciplinaire aurait sa propre ontologie du monde, aurait sa propre lecture du monde qui lui permettrait de répondre à ses objectifs. Par exemple, l'ontologie du militaire, bon, que je ne connais pas en détail, mais il y a le type de soldat, le type d'infanterie, le type de groupe. Alors, est-ce qu'ils sont plus grands, plus plus petits, qu'est-ce qu'ils doivent faire, le terrain, la stratégie, etc., etc. Dans l'école, comme on a dit, les classes, les niveaux, les notes. Donc, quand on voit une administration scolaire, en fait, quand on lit comment l'administration scolaire voit le monde, elle le voit fatalement par sa grille du monde et sa vision du monde. Et pour l'État, souvent l'économie politique. Après, c'est des caricatures. Hein. Évidemment, ces ontologies sont déjà pas fixes, elles sont mouvantes, elles peuvent toujours prendre des nouveaux éléments, mais par construction, et ce n'est pas forcément une critique, c'est nécessaire en fait pour fonctionner, elles doivent réduire le monde et pour que ça rentre en fait dans leur papier, elles vont le réduire de la manière qui va leur permettre au mieux d'accomplir leurs objectifs. Et d'ailleurs, ce n'est pas tout à fait l'organisation disciplinaire et l'industrie et la science et l'industrie. En réalité, c'est un petit peu les deux en même temps, puisque en fait, ce qu'on voit en pratique aujourd'hui, et d'ailleurs ce qu'on a toujours vu, ce sont des organisations qu'on pourrait appeler disciplinaires techniques, c'est-à-dire des organisations disciplinaires dans lesquelles une grande part de technique a été ajoutée. On peut penser, vraiment l'exemple caricatural, c'est les entreprises avec les grandes machines en fait, qui ont d'ailleurs historiquement remplacé en fait, les travailleurs, plus qu'ont été inventées. Elles ont remplacé un travail qui était déjà fait, ou elles ont permis d'accélérer un travail qui était déjà fait. On pense aux machines à tisser qui remplacent les ouvriers textiles. On pense, et aujourd'hui, avec toutes ces histoires d'intelligence artificielle, on pense, ce qui, in fine, va être remplacé, serait remplacé par ces intelligences artificielles, ce sont tous les travaux de bureau. Et au final, on se retrouve en fait avec des organisations dans lesquelles il y a des humains, de la technique et disciplinaires et qui agissent sur le monde, qui agissent du coup sur le monde non humain. Donc voilà, elles agissent et elles y font des opérations pour répondre à leurs fonctions. Et donc, elles font ça. Et forcément, fatalement, il va y avoir des effets secondaires et non maîtrisés. Pourquoi ? Puisque quand elles agissent sur le monde, elles lisent le monde avec leur ontologie, en fait, avec leur façon de lire le monde qui est forcément incomplète, par construction. Et donc, forcément, comme elles ne voient pas la totalité de la réalité, puisque c'est impossible, en fait, à l'esprit humain, ces effets secondaires vont arriver à des effets sur des choses qui ne rentrent pas dans l'ontologie.
exemple classique, voilà, dans l'ontologie de l'éducation, par exemple, de l'école, il y a les classes, on peut même aller plus loin, peut-être si jamais il pourrait faire les caractères des élèves et les choses comme ça, mais il y a forcément 1000 choses en fait, qui ne rentrent pas là-dedans et qui vont produire des effets surprenants en fait, à l'égard de l'institution scolaire, notamment à l'échelle individuelle. Un élève va se comporter de telle ou telle manière, va choisir de telle ou telle chose, sans que ça soit compréhensible forcément à l'administration scolaire, puisque l'administration scolaire ne peut pas avoir tous les éléments en main. C'est un peu la même chose en fait avec la nature. Voilà, enfin, selon si on voulait suivre cette vision. Et on pourrait même, puisque le thème aujourd'hui est le temps, faire une réflexion et dire que l'orientation disciplinaire répond très bien à ses objectifs en court terme, puisque en fait, dans son ontologie et d'ailleurs dans la méthode scientifique, en pratique, l'expérience est souvent menée à court terme, c'est-à-dire on regarde le résultat de l'expérience à court terme, tandis que les effets secondaires et non maîtrisés, très souvent, sont des effets plutôt long terme. On pense à la catastrophe écologique, c'est là dont je parlais après l'application de la science et l'industrie sur la nature, mais pour reprendre l'exemple de l'école, puisqu'on est parti là-dessus, les effets long terme seraient en fait les parcours scolaires des élèves qui ceux-là sont complètement incontrôlés en fait par l'organisation disciplinaire de l'école, enfin pas complètement, mais en tout cas pas contrôlés aussi bien que les effets court terme qui eux sont maîtrisés. Les élèves, quand l'organisation scolaire marche bien, sont au bon endroit et font les travaux demandés. Voilà. Et donc, est-ce que la science et les organisations disciplinaires sont les causes fondamentales de la catastrophe écologique? Et comme je disais, la nature est infiniment complexe. Donc, elle est infiniment complexe donc, dans le fait qu'il y a beaucoup de matières différentes, beaucoup de façons d'interpréter le monde, etc. Mais aussi en termes de système. C'est-à-dire que le vivant, c'est quelque chose qui est presque inaccessible à la compréhension humaine. Beaucoup plus complexe en tout cas que la matière ou les choses physiques. Dans le vivant, on a des molécules, tout en bas, voilà, sans rentrer dans les termes, des molécules d'ADN, d'ARN, qui créent ensuite des organismes qui vont interagir entre eux, des organismes qui présentent une multiplicité folle et qui vont ensuite tous interagir entre eux au sein de systèmes très complexes qui vont impliquer voire plusieurs dizaines, voire plusieurs vingtaines, plusieurs centaines de ces micro-organismes au sein de systèmes macroscopiques qui vont aussi interagir entre eux, etc. etc. Il y a cette pyramide intéressante du vivant et qui montre que voilà, c'est quelque chose qui est très complexe et peut-être même particulièrement inaccessible à la compréhension humaine. D'ailleurs, je voyais, en cherchant des images pour cette conférence, je voyais une image qui disait la complexité de la vie, c'est la preuve d'un créateur intelligent. Et moi, j'aurais presque tendance à penser que non, c'est plutôt un argument inverse, puisque en fait, en réalité, c'est tellement complexe qu'on peut se demander comment quelqu'un aurait pu imaginer en fait ça, et comment en fait ça ne pourrait pas tout simplement apparaître comme les théories classiques du chaos, de l'évolution, d'interactions infiniment complexes entre une infinité d'êtres vivants. Mais bon, les deux peuvent prouver la même chose, mais on pourrait voir la chose d'une autre manière. Et donc, la question, c'est dans quelle mesure il est possible de maîtriser la nature. Donc, comme on a vu avant, une organisation disciplinaire va avoir une vision simplifiée, une ontologie du monde pour agir sur ce monde. Et pour le cas de la science et l'industrie, cette vision simplifiée et cette ontologie va s'appliquer à la nature. Et donc, va forcément, du coup, la simplifier. Va, du coup, créer ces effets secondaires et non maîtrisés, des effets hors ontologie, c'est-à-dire tout ce qui, je sais pas, dans un chantier, par exemple, ils ont classifié le monde en fait, entre les types de terre, le terrain, les pierres, les matériaux utilisés, les machines, etc. Mais évidemment, ils ne vont pas prendre en compte, je ne sais pas moi, ils pourraient le prendre en compte, mais par exemple, les insectes,
les plantes, les effets long terme sur le sol, sur le ciel, etc. Ils pourraient le prendre en compte, mais il y aurait forcément d'autres effets ensuite qui ne seraient pas pris en compte. Et même si on avait pris en compte tous les effets macroscopiques, ensuite il y aurait les effets microscopiques. C'est une complexité tellement immense qu'il paraît difficile en fait, de se dire qu'on pourrait créer une ontologie qui prenne en compte en fait, tout ça. Il y a en plus de ça les limitations documentées de la science documentée par les physiciens. Donc, premièrement, tout ce qui est théorie du chaos. Donc, théorie du chaos, c'est de dire qu'une petite déviation dans les conditions initiales d'une expérience, en fait, au final, avec le temps, va se transformer en une énorme déviation. Donc, si, je ne sais pas si sur une bille, par exemple, qui va tomber sur une pente, eh bien, elle se trouve un micronième de millimètre un peu plus à gauche ou un peu plus à droite, et bien, au final, si la pente est suffisamment longue, eh bien, ça va se traduire par une très très grande distance de différence en bas, en fait, là où elle sera en bas. Et donc, en fait, la question de la théorie ce que dit la théorie du chaos, c'est comme la mesure n'est jamais 100% précise, puisque quand on mesure, on va forcément avoir une petite erreur, et bien, cette erreur va se transformer plus tard en un effet qu'on ne va pas prévoir. C'est la première limite en fait, de la science, en plus des limites ontologiques. Et deuxièmement, toutes les limites mais ça les rejoint un petit peu sur toutes les réflexions sur la physique quantique. On ne va pas aller trop dedans, mais en gros, la physique quantique, elle réfléchit énormément sur la possibilité pratique de l'expérience du monde, c'est-à-dire comment le fait d'expérimenter le monde, c'est-à-dire de prendre de l'information sur le monde, donc de savoir un petit peu ce qui se passe sur le monde, va le modifier. Quand on mesure une particule, on modifie son état. Et donc, on modifie, en fait, en voulant prendre de l'information, on change la disposition de la particule, et à ce moment-là, on a moins d'informations sur cette particule. Et il y a énormément de débats sur qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il est possible de faire, est-ce qu'on peut avoir de l'information sur des particules qui ne sont pas accessibles, qui sont trop loin parce que trop éloignées, et on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. Enfin, il y a beaucoup de réflexions là-dessus. Et donc, ça rejoint un petit peu la première théorie du chaos. Et ça rejoint de toute façon aussi le fait que dans une expérience va aller dans un système ontologique qui du coup va forcément être limité. On pourrait se dire, bon, on ne peut pas faire d'expérience sur le monde, on ne peut pas faire de théorie scientifique, est-ce qu'on ne pourrait pas simuler le monde simuler le monde, du coup, forcément de façon entre guillemets satisfaisante, puisque parfaite c'est impossible, puisque forcément, comme on ne peut pas avoir les conditions initiales du monde, eh bien on ne pourra pas avoir la vision, la photographie parfaite du monde, donc la simulation parfaite est impossible. Néanmoins, on pourrait se dire, on peut faire une simulation un peu satisfaisante en prenant en compte tous les atomes, tous les trucs, et en les faisant interagir, et on pourrait avoir un résultat qui, au moins à court terme, nous permettrait d'avoir l'état du monde et de ne pas avoir cet effet d'effet caché, donc d'effets qui ne seraient pas prévus et qui seraient en fait tous les effets néfastes écologiquement, toute la destruction de la nature. Mais là-dedans, le problème, c'est de simuler le simulateur. C'est-à-dire que si on veut vraiment simuler le monde, eh bien, la simulation se trouve dans le monde, forcément. Et pour simuler le monde, donc pour simuler un atome, il faut plus qu'un atome. Il faut une capacité de calcul, forcément. Et donc cette capacité de calcul est plus grande, en fait, que la taille physique de cette capacité de calcul est forcément plus grande que ce qui est simulé. Pour simuler un atome, il faut plusieurs atomes. Donc, en fait, si on veut simuler le monde, il faudrait un simulateur plus grand que le monde. Donc, ça ne marche pas. Et il faudrait que le simulateur soit dans le monde, et donc simuler le simulateur. Donc, on ne peut pas simuler le monde entier. La simulation est forcément locale. Ça veut dire que c'est forcément un gros simulateur, plus grand que ce qui est simulé physiquement, en termes de particules, en termes de machin, qui va simuler une petite partie du monde. Et donc, va pas avoir cette fonction qu'a la science, par contre, qui est de simuler, de vouloir prédire la totalité de la nature. Un simulateur n'en est pas capable. Un simulateur peut par contre prédire dans des conditions locales, dans le temps et dans l'espace. Donc, comme on a dit, il y a cette vision simplifiée du monde. On pourrait se dire, on essaie de faire au mieux,
Et on va essayer de faire une meilleure vision simplifiée du monde, une meilleure ontologie, c'est-à-dire d'inclure plus de choses, c'est-à-dire que dans le chantier, justement, d'inclure les animaux, la biodiversité, d'inclure le maximum de choses. Et bon, ça ne sera pas parfait, mais on pourra avoir quand même une vision satisfaisante là-dessus. Donc en théorie, oui, on pourrait faire ça. Ce qu'il faut déjà noter, avant de continuer là-dessus, c'est qu'en pratique, c'est plutôt l'inverse qui va se produire. C'est plutôt l'organisation disciplinaire qui va modifier le monde de manière à le faire rentrer dans son ontologie. Ce n'est pas une fatalité, néanmoins, c'est ça qui va se passer. Enfin, c'est ça qu'on voit beaucoup. Des exemples, dans l'ontologie, par exemple, de l'économie politique du XVIIe, XVIIIe siècle, ils ont commencé à vouloir décrire l'économie en termes d'argent, de flux, le libéralisme qu'on connaît tous. Et ce qu'on a vu plus tard, c'est que cette grille de lecture, en fait, est devenue elle-même politique. C'est-à-dire qu'on a interprété le monde en termes de marché, et ensuite, dans un deuxième temps, on transformé le monde en marché, en se disant que ça va être plus efficace, voilà, enfin, sans prendre position là-dessus. Pareil pour tout ce qui est la nature. On a lu la nature en termes d'interaction entre telle ou telle plante ou telle, et on s'est dit, bah, tiens, ça et ça et ça a tel effet, pour ensuite transformer la nature et de manière à recréer en fait ces interactions qui en fait au final qui au départ étaient uniquement une interprétation de la nature. Donc il y a une tendance comme ça, des administrations en général, de vouloir banalement, voilà, sans prendre les grands mots, faire rentrer le monde dans leur case, ce qu'on fait tous d'ailleurs, ce que je suis le premier à faire d'ailleurs dès que je vais dans une organisation disciplinaire, dès que j'en fais partie, ce qui est intrinsèque en fait à l'organisation disciplinaire. Ce n'est pas une fatalité. On pourrait imaginer une organisation disciplinaire qui ne fait pas ça, qui est consciente de ça et qui ne le fait pas. Néanmoins, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et donc déjà, bon, ça fait une violence un petit peu sur le monde, mais aussi, il y a aussi des effets secondaires non maîtrisés dans la mesure où cette ontologie que l'administration disciplinaire force sur le monde n'est pas stable en réalité. Une fois qu'on a divisé en fait le monde en parcelles, en maisons, en choses comme ça, le monde est mouvant dans le temps. Et ce n'est pas parce qu'on l'a organisé dans l'espace que cette organisation va rester. Et donc, il y a besoin, quand on veut, entre guillemets, ontologiser le monde selon sa vision du monde, de faire une action permanente sur le monde, de constamment le transformer, et donc de quelque part faire violence là-dessus, et d'avoir des effets secondaires non maîtrisés qui sont en fait des effets secondaires non maîtrisés qui ne sont pas l'ontologie qui va bouger dans le temps, mais qui seront cette fois les effets secondaires de son action sur le monde en réalité, c'est-à-dire une fois qu'on fait une action, toutes les choses qui ne sont pas prises en compte en fait, dans l'ontologie qu'on a vu avant. D'ailleurs, on peut remarquer que les simulateurs actuels, c'est-à-dire les machines, sont eux-mêmes une ontologie, c'est-à-dire une application de la science, dans ce cas-là informatique, mais aussi de simulation physique, mathématique, de manière à les créer, de manière à créer des machines et à simuler le monde, et présentent eux aussi des effets secondaires non maîtrisés, puisque les machines s'usent, les machines ont besoin de toujours être renouvelées, de toujours avoir des nouveaux composants, des nouveaux matériaux, des nouvelles réparations et des nouvelles technologies d'ailleurs pour les faire évoluer dans le temps. On pourrait se dire un simulateur, on pourrait avoir une théorie qui va simuler plusieurs systèmes qui seraient similaires. Mais on aurait le même problème, c'est que les effets secondaires non maîtrisés, car l'ontologie ne se maintient pas dans le temps. On pourrait se dire avoir une meilleure vision simplifiée, c'est-à-dire essayer d'avoir quelque chose d'un peu satisfaisant, donc de simuler plusieurs systèmes avec le même simulateur.
Et ça pourrait marcher. On pourrait se dire, avec la même simulateur, avec la même théorie scientifique, on pourrait, sur des systèmes qui sont à peu près similaires, avoir une espèce de méthode en fait, qui permettrait permettrait que ça marche et qu'il n'y ait pas trop de dégâts. On pourrait faire ça pour tout type d'applications dans le monde, voire pour la science en général. Et donc, en fait, on pourrait même y greffer une organisation disciplinaire. On pourrait même se dire, on aurait une organisation disciplinaire qui aurait une certaine méthode testée dans le temps et qui marcherait pas trop mal dans le monde parce que en fait, on l'aurait éprouvé, on aurait testé les effets secondaires et en fait, on se serait rendu compte avec le temps qu'il n'y en a pas tant que ça. Et ce qu'il faut remarquer, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'en fait, ça existe déjà. Ça s'appelle l'habitude, la tradition, l'harmonie. C'est-à-dire des technologies en fait, qui existent déjà depuis 1000 ans et que, grosso modo, voilà, on sait que ça marche, quoi. Enfin, je pense à l'agriculture, mais il y a plein d'autres choses. On peut penser aussi, je sais pas, à la boulangerie, on peut penser à beaucoup de choses en fait, qui, grosso modo, ça marche. Et d'ailleurs, ça marche. Quand on a créé en fait, ces sciences, on n'avait pas forcément de compréhension scientifique de comment ça marchait, scientifique au sens moderne. Néanmoins, avec le temps, on le fait, il n'y a pas trop de dégâts et ça a été éprouvé. Et donc, ce que je veux dire par là, et là où je veux en venir dans cette présentation, c'est qu'on pourrait très bien imaginer en fait, des organisations disciplinaires qui suivent en fait, des habitudes, des traditions, qui sont un peu en harmonie. Pas forcément des organisations disciplinaires d'ailleurs, mais comme aujourd'hui les organisations disciplinaires, ça marche, c'est ce qui marche le mieux et c'est ce qui s'est érigé comme norme, on pourrait imaginer ça. Et d'ailleurs, mais en ayant en tête quand même qu'une organisation disciplinaire, par rapport à l'habitude, la tradition et l'harmonie, en tout cas quand elle est créée, elle est toujours plus rapide et plus efficace à court terme. Donc on imagine on a une pratique en fait ancestrale et d'un autre côté on a une organisation disciplinaire qui arrive et qui va faire ça mieux que la pratique ancestrale. Par exemple, je sais pas, pour tout ce qui est élevage, une organisation disciplinaire qui va industrialiser l'élevage, et à court terme, ça va produire plus de viande et des choses comme ça. Néanmoins, ça va avoir des effets à long terme non maîtrisés, en plus de la souffrance animale. Et donc, il y a une question de temps. Il y a une question de temps et il faut avoir en tête que du coup, quand on industrialise quelque chose, il peut y avoir ces effets qui ne sont pas pris en compte dans la vision initiale de cette industrie. Et pour conclure sur quelque chose de pas trop révolutionnaire, l'idée, ce n'est pas de dire la science, il ne faut pas en faire. L'idée, c'est de se dire que quand la science fait une nouvelle théorie sur le monde, elle simplifie le monde dans une ontologie et donc elle développe une vision simplifiée de ce monde qui forcément ne prend pas en compte tous les effets et qui fatalement aura des effets secondaires non maîtrisés. Et donc, c'est quelque part une ode plus à la lenteur, c'est-à-dire de se dire, il y a des choses qui marchent, on a maîtrisé ces effets secondaires, la science est très bien, ça permet d'innover, il ne faut pas être immobile, etc. Néanmoins, la science, on ne connaît pas ces effets secondaires par construction, et donc ça devrait plus être quelque chose qui peut aider à façonner, à modifier des choses qui existent déjà, mais avec prudence, lentement, de manière à ce que les habitudes, les traditions, les choses qui marchent continuent de façonner le monde, mais en maîtrisant en fait les effets secondaires. Et ce n'est pas une conclusion révolutionnaire que je dis, et du coup, cette conclusion en fait se marie en fait quelque part à cette vision des choses, puisque le but de ces exposés, ce n'est pas de dire quelque chose non plus de révolutionnaire, c'est plus de donner des arguments à qu'on fasse quelque chose qui relève entre guillemets du bon sens,
qui relèvent de l'habitude, de la tradition. C'est ce que je fais, mais en essayant de donner un petit peu plus d'arguments à ça, en mettant en lumière les limites de la science et l'industrie. Voilà, j'espère que j'ai été clair.